Bonsoir et bienvenue sur Allo l'Odéon, où on va parler du socle commun de revendication des lieux occupés, qui a été adopté massivement par les lieux occupés, notamment lors de la rencontre nationale qui a eu lieu à Villeurbanne. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter tout ce socle avec... on va vous lire donc d'abord le chapeau et après on va vous lire chaque revendication et on va essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, on peut commencer. Il y a Clément et Colline qui vont nous expliquer un peu tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Je lis le chapeau, Ouais, ça va ? vas-y. Nous, occupantes et occupants, sommes déterminés à obtenir satisfaction sur l'intégralité de nos revendications. Celles-ci s'enracinent dans la conviction profonde que les droits sociaux doivent être maintenus, renforcés et devenir des droits sociaux attachés à la personne, au bénéfice de tous et toutes, indépendamment de l'âge ou du parcours professionnel. De même, l'évolution des conditions de travail et de salaire doit obéir à un objectif de progrès social et écologique. Chacun, chacune doit être considéré sans distinction ni discrimination aucune. Toutes les formes d'inégalité et oppression systémique doivent être combattues radicalement et sans relâche. Ça, c'était le chapeau. Des questions sur le chapeau ? Vraiment. Alors, Vas-y. la première motion. Nous exigeons le retrait pur, simple et définitif de la réforme de l'assurance chômage et donc l'abrogation des décrets du 31 mars 2021. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conséquences de cette réforme d'assurance chômage et quand est-ce qu'elle va être mise en œuvre ? Alors, la réforme de l'assurance chômage va entrer en œuvre au 1er juillet 2021, la deuxième partie, puisque ça a été une réforme qui a été rédigée en deux parties. Et là, c'est la partie la plus violente qui va rentrer en œuvre au 1er juillet 2021. Et donc, si on parle de l'abrogation des décrets du 31 mars, puisque ce sont en fait ces décrets parus au journal officiel qui rendent possible l'application de cette réforme de l'assurance chômage au 1er juillet 2021. Et en fait, elle va avoir un impact sur beaucoup de chômeurs qui sont déjà très précaires. Elle est vraiment complètement inique, cette réforme. Et les catégories de chômeurs qui vont être le plus impactés sont déjà les chômeurs les plus précaires. Tous ceux qui sont en emploi discontinu aujourd'hui, puisque à cause de nouvelles formules de calcul de droits, ils vont devoir faire plus d'heures pour être moins bien indemnisés. Et ce sont des grosses pertes en termes d'indemnisation. Et là, à ce sujet, on vous invite à aller voir sur le Facebook de l'Occupation Odéon, où on a mis le PowerPoint de Mathieu Grégoire qui a fait une conférence de presse avec la CGT Spectacle, où il montre les inégalités de traitement qui sont énormes que va entraîner cette réforme. Qui vont carrément de 1 à 47, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Donc allez voir sur le Facebook, il y a toutes les infos. On continue ? Ouais. Yes. Le maintien des droits pour tous les chômeurs de la période de crise jusqu'à la reprise totale des activités au niveau de mars 2020. Pour les chômeurs au régime général, la neutralisation du décompte des jours chômés jusqu'à reprise totale des activités. Pour les intermittents du spectacle, les travailleurs en emploi discontinu et les chômeurs en fin de droit, la prolongation immédiate des droits, au moins 1 an après la reprise totale et normale des activités. Donc là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont au régime général. Alors, régime général, qu'est-ce que ça veut dire, la neutralisation du décompte des jours chômés jusqu'à reprise totale des activités ? Alors, la neutralisation, ça veut dire le gel de la période de Covid. Non pas une année blanche comme ça a pu être le cas pour les intermittents du spectacle, mais vraiment un gel, c'est-à-dire qu'au moment de la reprise totale des activités, normales et totales, les chômeurs retrouvent exactement le même jour d'indemnisation qu'au moment où on est rentré dans la crise. Par exemple, un chômeur à qui il resterait 200 jours d'indemnité, à qui il restait 200 jours d'indemnité en mars 2020, qu'il ou elle retrouve à la reprise des activités 200 jours d'indemnité. C'est-à-dire que pas donner juste une période et puis rien ne se passe, mais vraiment geler toute la période d'impossibilité de travailler, toute la période où on a été empêché de pouvoir travailler jusqu'à reprise des activités au même niveau qu'avant le début de la crise sanitaire. D'accord. Et donc après, on parle des intermittents du spectacle et des travailleurs en emploi discontinu, les chômeurs en fin de droit. Donc là, il y a plusieurs catégories. Les intermittents, ils ont déjà eu droit à une prolongation d'1 an. Et ce que n'ont pas eu les travailleurs en emploi discontinu. Ouais. Alors je précise, on ne parle pas d'année blanche parce qu'en fait l'année blanche porte mal son nom, sachant que ça n'est pas une année blanche pour tout le monde en fonction de la date anniversaire. Il y a des intermittents du spectacle qui se sont retrouvés avec
quelques mois de prolongation de droits, voire aucun pour ceux qui étaient renouvelés fin février 2019. Donc en fait, l'année blanche, c'est pas une année blanche pour tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de prolongation des droits au moins 1 an. Voilà, ça demanderait de revenir à la date de l'année blanche. En fait, c'est le même principe que pour le régime général, sauf que pour notamment les intermittents du spectacle, cette période d'1 an, elle est significative puisque c'est la période sur laquelle nous devons faire notre seuil d'heure qui nous permet d'être réintégrés au régime spécifique des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. Mais, donc c'est pour ça qu'on n'est pas pour une prolongation, une deuxième année blanche comme on dit, mais plus pour, comme pour le régime général, neutraliser toute la période d'impossibilité de travailler, toute la période où on a été empêché de travailler, et à partir de la reprise, 1 an de plus pour pouvoir faire notre quota d'heures nous permettant de réintégrer après les annexes 8 ou 10 selon les professions. Et puis au moins 1 an, puisque 1 an ça a du sens pour nous, intermittents du spectacle, mais ça n'a pas forcément, c'est pas forcément une durée qui a du sens pour les autres travailleurs en emploi discontinu. Ok. On continue? Ouais. Ah, donc, le troisième point, c'est la baisse du seuil d'heures minimum permettant l'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants et entrantes et les chômeurs et chômeuses en rupture de droit. L'accès de toutes et toutes les travailleurs et travailleuses précaires en emploi discontinu à la protection sociale, notamment le retour à une annexe spécifique, entre parenthèses, pour les extras de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, les guides conférenciers et conférencières, les accompagnateurs et accompagnatrices de tourisme, les saisonniers et les saisonnières, les intérimaires, les artistes, auteurs et autrices, les travailleurs et les travailleuses forcés à l'auto-entrepreneuriat, etc. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la baisse du seuil d'heure minimum pour l'accès à l'indemnisation du chômage pour les primo-entrants et chômeurs en rupture de droit. Comment ça fonctionne l'intermittence du spectacle? Combien il faut d'heures normalement pour rentrer? Comment ça fonctionne? Normalement, il faut faire 507 heures en 12 mois. Voilà, ça c'est avant la crise. Là, il y a eu quelques adaptations avec la situation qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à 18 mois, hein, c'est ça? 18 mois pour l'instant. Pour l'instant, c'est 18 mois dans la limite des heures qui ont déjà servi à une ouverture de droit. Donc voilà, ça répond à ta question ou... Oui, et puis c'est surtout que en fait, toutes celles et ceux qui étaient en train d'entrer sur ce régime spécifique d'assurance chômage n'avaient pas, comme ceux qui étaient dedans depuis quelques années, des heures déjà accumulées avant la crise. Il y en a certains et certaines qui commençaient à accumuler des heures pour pouvoir rentrer sur ce régime spécifique et qui donc n'ont pas, comme tu le dis, Colline, une réserve d'heures qui n'ont pas compté pour un précédent calcul. Donc ce qu'on réclame, c'est une baisse du seuil d'heures pour ces primo-entrants et entrantes. Quand on parle de primo-entrants et entrantes, on parle de gens qui allaient accéder à l'intermittence du spectacle. Pas forcément uniquement des jeunes, mais même des gens qui allaient passer du régime général à l'intermittence du spectacle, du RSA à l'intermittence du spectacle, tous ceux qui allaient retrouver ou commencer à s'insérer dans ce régime spécifique d'assurance chômage. Et puis aussi une baisse du seuil d'heures pour tous les travailleurs et les travailleuses, même au régime général, puisque même aujourd'hui, il faut un certain nombre d'heures travaillées sur une certaine durée pour pouvoir bénéficier du chômage. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, en France, il y a quasiment 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés, qui sont inscrits au chômage, mais qui ne bénéficient pas d'indemnité chômage, puisqu'ils ne réunissent pas les conditions de temps de travail et de durée de travail pour pouvoir accéder à l'indemnisation chômage. D'accord. Et après, on parle d'une annexe, d'un retour à une annexe spécifique. Donc, on peut peut-être expliquer un peu l'histoire de l'annexe 4 ces dernières années, parce qu'elle a été vidée de son sens en 2014 et puis elle a disparu carrément en 2017. Mais bon, en fait, c'était une annexe, une annexe comme les annexes 8 et 10 qui prennent en compte l'intermittence du spectacle, sauf que là, c'était pour tout ce qui était intermittence de l'emploi. Il faut juste rappeler qu'en France, il y a 120 000 intermittents du spectacle, mais plus de 800 000 intermittents de l'emploi. Donc, ce sont des gens qui travaillent sous les mêmes types de contrats que travaillent les artistes et techniciens du spectacle, c'est-à-dire des CDD-U, CDD d'usage.
Et en fait, cette annexe 4, elle a été d'abord vidée de son sens en 2014, comme tu le disais, et puis complètement supprimée en 2016. Et aujourd'hui, tous ces travailleurs et travailleuses en emploi discontinu, que sont notamment les extras de l'hôtellerie, de la restauration, enfin tous ceux qu'on a cités, et la liste n'est pas exhaustive dans ce socle commun, ce sont des personnes qui aujourd'hui se sont retrouvées depuis 2016 au régime général. Ce sont les personnes qui vont être le plus touchées par la réforme de l'assurance chômage qui entre en jeu le 1er juillet. Et ce sont des personnes qui, si l'annexe 4 avait été maintenue, aujourd'hui ne se retrouveraient pas dans la précarité dans laquelle il et elle se retrouvent aujourd'hui. Donc on demande un retour à une annexe spécifique pour des personnes qui ont une typologie d'emploi qui est spécifique aussi. Et on rappelle que les artistes et les auteurs, ils ont carrément pas du tout d'annexe, ils n'ont pas d'assurance chômage. Non, voilà, enfin, tout ce type de travail aussi, tous ces travailleurs et travailleuses qui n'ont pas accès à de régimes spécifiques ou même tout simplement accès à l'assurance chômage. Ok, on continue. Pour une véritable reprise du secteur culturel, un plan massif de soutien à l'emploi impliquant les jeunes, établi en concertation avec les organisations représentatives des salariés, applicable dès maintenant et jusqu'au retour au volume d'activité antérieur à la crise. Pour les autres secteurs empêchés, conditionner l'obtention des aides du plan de reprise à des engagements sur l'emploi. Donc là, c'est vachement intéressant parce qu'on voit qu'il n'y a pas qu'une demande de droits sociaux, il y a aussi une demande d'un vrai plan de reprise et de soutien à l'emploi. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Non, vas-y. Mais en fait, ça vient du constat aussi que c'est pas parce qu'il y aurait réouverture des lieux de culture, réouverture des lieux de convivialité ou réouverture même simplement de tous les secteurs empêchés de travailler depuis le début de la crise, que l'emploi va revenir. Enfin, on va se retrouver notamment dans le monde du spectacle à un véritable embouteillage de projets qui n'ont pas pu sortir depuis ces 2 années. Et s'il n'y a pas un vrai plan de relance qui permette de financer des spectacles, financer des répétitions, financer des représentations. Financer des salaires. Et financer du salaire, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut financer du salaire. Donc, c'est pour en gros, on sait très bien qu'à la réouverture, tout le monde ne retravaillera pas. Et donc, ce sont des projets qui permettraient de financer du temps de répétition et des représentations à la reprise des activités. Donc, c'est un coup double, puisqu'en fait, ces répétitions seraient des créations de nouveaux spectacles. Et ça permettrait aussi de créer un nouveau réseau de diffusion, puisque les représentations étant payées, les salaires des représentations étant payés, ça permettrait à des communes, des collectivités, des espaces qui n'ont pas forcément les budgets pour payer des plateaux ou pour payer des spectacles, d'avoir des représentations qui seraient donc financées par ce plan de relance. Et on a quand même voulu mettre aussi un mot pour tous les secteurs empêchés, puisque pour tous les secteurs, ça va être difficile de retrouver de l'emploi. Mais par contre, on veut que ces aides soient conditionnées à des véritables engagements sur l'emploi pour pas qu'on se retrouve dans des situations comme le CICE ou comme d'autres aides accordées aux entreprises qui finalement bénéficient au patronat et aux actionnaires, mais ne reviennent pas aux salariés. Donc c'est vraiment pour pouvoir reprendre une masse d'emplois dans tous les secteurs le plus rapidement possible. Alors là-dessus, je vous invite à aller voir sur le site www.occupationodéon.com où il y a une page spéciale sur le plan de reprise par rapport à l'emploi dans le spectacle vivant, parce que c'est pour l'instant le seul projet qui a été vraiment chiffré. Et il y a toutes les informations, il y a des visuels que vous pouvez partager, il y a une petite vidéo qui a été faite notamment par la CGT Spectacle, et il y a un PDF qui explique très bien en 3 pages en quoi c'est un projet qui est viable et qui ne coûterait pas énormément vis-à-vis de tous les milliards qui ont été distribués aux entreprises déjà. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Nous, on va les diffuser petit à petit sur le Facebook, mais il y a déjà tout sur le site. On enchaîne ? Yes. Donc le point suivant, c'est le refinancement des caisses sociales et la garantie du maintien de l'ensemble des droits sociaux
notamment la formation, retraite, santé et prévoyance, et aussi la médecine du travail. Alors ça, c'est parce qu'en fait, quand on ne travaille pas, eh ben, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation. Et donc, toutes les caisses sont en train de se vider. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas qu'elles se vident. Et comme ce sont des caisses mutualisées, sans travail, pas de mutualisation. Et donc, il va falloir les nourrir de nouveau, ces caisses. Je crois que c'est assez clair. Après, je sais pas. Oui, après, on a quand même eu des petits avertissements, puisque la caisse, notamment de formation professionnelle des métiers du spectacle, a, pendant 3 semaines, 1 mois, signifié que les formations étaient arrêtées, puisqu'il n'y avait plus de quoi financer ces formations, que le centre médical de la Bourse, qui gère la médecine du travail, est en passe, en tout cas en très mauvaise posture, et risque de fermer s'il n'y a pas de reprise de salaire. En fait, c'est ce que vous disiez, sans salaire, pas de cotisation, et sans cotisation, les caisses se vident. Et c'est même un serpent qui se mord la queue, puisque sans salaire, pas de cotisation, les caisses se vident, et à chaque fois qu'on nous propose des réformes sur la retraite, des réformes sur l'assurance maladie, des réformes sur l'assurance chômage, l'excuse qui est brandie, c'est le trou, la dette, ce sont des caisses qui sont vides, il n'y a plus d'argent dedans. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a plus d'argent dedans, c'est que pour l'instant, il n'y a plus de salaire plus d'emploi, donc plus de salaire, donc plus de cotisation pour abonder ces caisses. Et justement, ce point-là, il va avec le point d'avant sur le plan de soutien à l'emploi, puisque, par exemple, il y a un chiffre qui est donné dans le PDF que vous pourrez trouver, c'est qu'on demande, par exemple, 90 millions par mois. Ça aiderait, en fait, comme les cotisations, c'est du salaire socialisé, ça ferait 44 millions en salaire direct, et il y aurait 46 millions qui iraient dans les caisses sociales. Donc, ça serait déjà énorme. Alors, le point suivant. Alors, des mesures immédiates permettant l'accès de tous et toutes au congé maternité, paternité et maladie indemnisés au sein de la sécurité sociale. Nous exigeons qu'à l'issue de ces périodes de congé soit mis en place un aménagement des règles d'indemnisation chômage en assimilant ces congés à des périodes de travail, quels que soient les métiers et régimes d'indemnisation chômage, comme c'est déjà le cas pour les intermittents. Donc là, en fait, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus accès du tout, en fait, au congé maternité, paternité et maladie. C'est à peu près la même logique, entre guillemets, que pour accéder au régime spécifique d'assurance chômage. C'est-à-dire que pour accéder au congé maternité ou au congé longue maladie, il faut avoir travaillé un certain nombre d'heures sur une certaine durée. Sauf que là, on se retrouve dans des situations où on a des personnes, des travailleurs et des travailleuses qui n'ont pas pu travailler, en tout cas pas pu avoir de salaire sur une longue période, puisque dans plusieurs secteurs, il n'y a pas eu d'emploi depuis mars 2020, et qui donc aujourd'hui ne réunissent pas les conditions pour être admis et admises sur les congés maternité, les congés paternité et la longue maladie. Donc ce qu'on demande, c'est que ces mesures passent à 0 le seuil d'heure minimum pour accéder à ces prestations sociales. Parce qu'aujourd'hui, ça me semble quand même assez inadmissible que du fait d'une crise sanitaire, des personnes qui aujourd'hui déclareraient un cancer, ou des femmes qui seraient sur le point d'accoucher se retrouveraient absolument sans droit dans ces périodes-là. Et là, il y a eu un petit peu des effets d'annonce là-dessus, mais finalement, rien de concret pour l'instant. Non, en fait, il y a eu des annonces où on nous a affirmé plusieurs fois « oui, c'est bon, c'est réglé ». Sauf qu'ils ont été très rapides pour mettre en place le décret d'application de la réforme d'assurance chômage, mais par contre, des décrets d'application du passage de seuil d'heure à 0 pour ces maladies-là ou pour les congés maternité ne sont jamais passés. Et même, on a eu quelques informations disant qu'ils allaient pouvoir le faire, mais sur une certaine période, et qu'en gros, quelqu'un qui aurait... juste en remontant jusqu'au 1er janvier 2021, et que quelqu'un qui aurait déclaré par exemple un cancer en 2020, en novembre ou en décembre 2020, ne pourrait pas bénéficier de cette rétroactivité du passage à 0 heure
pour bénéficier des congés longue maladie. Donc c'est assez inadmissible dans un pays qui se targue d'être le pays de la protection sociale et d'être un modèle de protection. Et là, il y a une notion en plus qui est ce qu'on retrouve chez les intermittents du spectacle, où les congés maternité et longue maladie correspondent à des périodes de travail, et donc ça compte un certain nombre d'heures en fait pour le calcul du chômage. C'est ça. Et donc il y a la demande que ce soit étendu à tous les chômeurs et à tous les travailleurs précaires. Dernier point. Face à la précarité des jeunes et ses conséquences, des mesures spécifiques pour les jeunes. Nous considérons la coordination des étudiants des lieux occupés et des élèves de formation artistique et leur communiqué national de la jeunesse du spectacle vivant comme un des piliers essentiels de notre mouvement. Donc là, ce communiqué, il a été signé par la coordination nationale de la jeunesse du spectacle vivant le 30 mars et vous pouvez le retrouver sur le site www.occupationodéon.com. Parce que là, est-ce que vous connaissez un petit peu leurs revendications? Je ne les ai pas en tête sur les revendications spécifiques. Il y a des revendications sur l'accès à l'emploi, des revendications sur l'accès aux droits sociaux pour justement tous ces jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, notamment dans les professions du spectacle. Et puis aussi des revendications sur toute la jeunesse, parce qu'il n'y a pas que la jeunesse estudiantine qui est touchée par cette période. Il faut quand même savoir que une partie des commerces ou des lieux de convivialité dits non essentiels et fermés en partie depuis le début de la crise sont une source de travail et de salaire pour une bonne partie de la jeunesse, qu'aujourd'hui on se retrouve avec des jeunes qui n'ont plus de quoi travailler, qui se retrouvent dans une précarité absolue, et le RSA étant conditionné à 25 ans, qui se retrouvent sans aucune prestation sociale. Là, si on revient sur les étudiants, on a des étudiants qui ont fait leur rentrée en septembre, qui ont fait 3 jours de cours en amphi et qui depuis sont en distanciel sur leur ordinateur, n'ont plus la possibilité de travailler puisque les lieux dans lesquels ils travaillaient sont fermés et n'ont accès à aucune prestation sociale. Il y a aussi une revendication qui est la reconnaissance du statut étudiant pour pas mal de formations artistiques, notamment par exemple les élèves en conservatoire qui ne sont pas considérés comme étudiants et qui ont donc encore moins de droits. Voilà, on a terminé, on va peut-être lire la fin. Ouais, la fin. Nos occupations se poursuivront tant que nos revendications n'auront pas été satisfaites. Voilà. Donc on est là. Donc ça permet de répondre à une des questions qui a été posée sur le chat par David, qui demande si on a reçu des pressions pour quitter les lieux avant le 19 mai et la position sur la réouverture des théâtres. Alors, nous, à l'Odéon, on a eu une première rencontre en début de semaine avec l'administratrice du théâtre. Il y en a une qui a lieu vendredi matin, où là, Stéphane Braunschweig, le directeur artistique du théâtre, sera là en plus pour la délégation. Pour l'instant, à l'Odéon en tout cas, ils semblent plus avoir envie de voir comment est-ce que pourrait cohabiter une réouverture, même partielle, de la salle et l'occupation. C'est ce qu'on essaye de voir. D'autres lieux ont eu moins de chance que nous, notamment l'hippodrome de Douai, où hier les élèves et les étudiants qui occupaient cette salle, qui est une des salles de la scène nationale, je crois, scène nationale du Tandem, Douai-Arras, ont été sommés de quitter les lieux et de venir chercher leurs affaires hier à 15h, pour la bonne et simple raison que pour l'instant ils occupaient en journée, qu'ils ont demandé à pouvoir occuper jour et nuit, et que la direction qui les soutenait il y a encore à peine 2 ou 3 semaines ne les soutient plus aujourd'hui, du fait que la direction considère que ça n'est plus une lutte culturelle ou une lutte pour la réouverture. Il y a d'autres lieux, comme Poitiers aussi, qui reçoit des pressions, l'Opéra Confluence d'Avignon qui a été évacué. Enfin, voilà, c'est un peu sur chaque lieu, une typologie différente, mais bien sûr, on est tout à fait conscient qu'on va subir des pressions au niveau national pour libérer les lieux du fait de l'annonce de la réouverture. Je crois qu'on a répondu en même temps à la question de Hassen.
La position spécifique du théâtre de l'Odéon, on a revoté il y a 2 jours en Assemblée Générale que on a revoté donc ce qu'on avait voté le 5 mars, donc le lendemain de notre arrivée, que nous ne sortirions du théâtre de l'Odéon qu'après satisfaction totale de nos revendications. Alors il y a Lo qui demande que va-t-il se passer pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'année blanche et 0 heure en 2021 ? Techniquement, c'est pour ça qu'on se bat pour une prolongation des droits de tous les chômeurs et chômeuses, puisque techniquement, celles et ceux qui n'ont pas eu d'année blanche et 0 heure en 2021 ne rempliront pas les conditions d'accès pour être indemnisés à l'assurance chômage et vont très vite se retrouver en fin de droit. Alors il y a Nicolas qui demandait pourquoi n'y a-t-il pas d'activité artistique dans et devant l'Odéon ? Il y en a. En fait, il y en a. Il y en a aujourd'hui. Si tu viens à 14h, il y avait quelque chose, de la danse et de la musique. Ce week-end, il y a un gros programme et samedi et dimanche. Je crois que tout est sur le Facebook de l'Odéon. Donc, c'est vrai qu'on s'est un peu plus concentré sur le week-end, mais il y a mercredi de la semaine prochaine, il y a quand même Bernard Friot qui vient nous voir. Mercredi 12, Bernard Friot à l'Agora de l'Odéon. Voilà, donc il se cale des trucs au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter à regarder les changements de programme sur le Facebook. Voilà, au fur et à mesure que les choses se calent, elles sont posées. Après, ce sont des rassemblements qui sont revendicatifs, donc l'un n'empêche pas l'autre. On fait attention au volume et tout ça, parce on est un des rares lieux à avoir eu des grosses pressions du préfet l'allemand. Donc on fait attention parce qu'on a envie de continuer à pouvoir s'exprimer justement sur le parvis de l'Odéon. Donc voilà, on continue à avoir des rassemblements revendicatifs, à avoir des invités et à faire vivre ce parvis de l'Odéon. Et à l'intérieur, c'est très très vivant au niveau artistique et créatif. C'est vrai. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va rappeler les rendez-vous. Donc, prochain rendez-vous, c'est la marche pour le climat le dimanche 9 mai, à laquelle on va participer. Il y aura le Conseil national des professions du spectacle qui va avoir lieu le mardi 11 mai. Ça va être une grosse date et on l'attend avec impatience. Oui, vu le nombre de fois où elle a été Et puis, on va aussi vous donner rendez-vous donc, le 12 mai avec Bernard Friot. N'hésitez pas à partager tout ce que vous trouvez sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. À visiter le site internet où il y a beaucoup de ressources, notamment par rapport aux revendications. Vous trouverez beaucoup de choses pour tout comprendre. www.occupationodéon.com. Et nous. Juste une dernière question là, qui est arrivée par Manu Reva, qui demande si on a reçu des pressions. On en a parlé un peu avant. Pour l'instant, la direction, en tout cas au niveau du théâtre de l'Odéon, la direction reste dans une volonté de trouver un accord entre eux, leur volonté de réouverture, et nous, notre détermination à ne pas quitter les lieux, en tout cas pas avant la satisfaction totale de nos revendications. Forcément, le calendrier avançant, ça risque de se tendre. Je disais tout à l'heure, vendredi matin à 9h30, il y a un rendez-vous avec la direction pour voir comment une cohabitation entre guillemets pourrait avoir lieu. Ce qui est certain, c'est qu'on ne quittera pas les lieux, comme on le dit depuis le début, sans satisfaction des revendications et de toutes les revendications. On a été clair dès le départ et on le restera jusqu'au bout. Ce sont toutes les revendications. C'est un paquet unique. C'est pas parce qu'on aurait 1 ou 2 points qui seraient assurés, comme une année blanche juste pour les intermittents du spectacle, et puis un ersatz de plan de reprise ne nous ferait pas quitter les lieux d'occupation. Et au niveau national, je le redis, ça dépend des régions. Il y a des lieux qui reçoivent des pressions très fortes. Poitiers a même eu un procès verbal. Enfin, ils sont convoqués au tribunal, je crois, au tribunal administratif.
voilà, tout est bon. Et puis là, on voit défiler le bal des hypocrites qui soutenaient et qui ont soutenu un temps les occupations, pensant que, allez, c'est bon, ce sont des gens qui étaient là pour la réouverture des lieux de culture. Mais non, dès le départ, on a affirmé que notre première revendication était l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Donc voilà. Alors, il y a des questions qui arrivent. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de soutien d'artistes connus aux revendications défendues? Faut leur demander. C'est pas nous qui faut poser la question. Si t'as des 06, on voit, hein. On leur demandera. Je sais pas. Non, On n'a pas les mêmes conditions d'existence et probablement qu'il y en a qui ne comprennent pas nos revendications. Et qui en tout cas ne s'inscrivent pas dans le mouvement. Mais ça va peut-être changer. On est ouvert. Hein. Une autre question qui arrive. Voilà, on a quand même eu, c'est pas des artistes connus, mais on a quand même eu sur la place des gens qui sont venus s'exprimer, notamment le week-end dernier avec Barbara Stiegler et de la Gannerie, qui étaient là et qui soutiennent. D'ailleurs, le texte de la Gannerie est disponible sur Mediapart. C'est vraiment aller y jeter un coup d'œil parce que il est vraiment super. Et puis Geoffroy de la Gannerie, donc son texte, il l'avait écrit avant, donc il est disponible. Et puis Barbara Stiegler, elle nous a fait aussi l'insigne honneur de venir discuter avec nous à l'intérieur de l'Odéon pendant un moment avant de faire son intervention à l'Agora. Après, des artistes, il y en a quand même. Il y a Sanseverino qui est venu chanter. Il y a Robert Renucci qui est le président de l'association des directeurs de CDN, qui a soutenu le mouvement depuis le début. Après, les autres, il y a Corinne Massiero aussi qui est passée avant d'aller au César. Voilà, il y en a quelques-uns. Après, c'est comme toutes les luttes, elles ne sont pas majoritaires. Est-ce que les solutions ne seraient pas de bloquer les festivals subventionnés? Ça, c'est un débat qu'on a en interne et en interne de la coordination nationale. L'annoncer dès maintenant signifierait qu'on estime déjà que cet été, on n'aura rien gagné. Donc, poser la question aujourd'hui et prendre une position aujourd'hui là-dessus, en tout cas, voilà, le débat avance. Après, on est aussi sur une volonté de retour au travail et de retour à l'emploi. Donc ça pose question. On est plus sur en tout cas ici à l'Odéon, dans les discussions qu'on a, plus sur l'envie de massifier le mouvement social, de le renforcer sur l'interprofessionnel. Et si jamais à l'été, au moment de ces grosses périodes de festival, on n'a toujours rien gagné, à ce moment-là, les questions de grève, les questions de blocage, les questions d'intervention au lever de rideau se poseront. Ok, il y a une question qui arrive. On va arrêter là. Okay. On rappelle les rendez-vous. Donc le 9 mai, marche pour le climat. Le 11 mai, il y a pour le Conseil national des professions du spectacle, il y a un rendez-vous à 11h à Palais Royal pour un rassemblement. Donc joignez-vous-y massivement. Et le 12 mai, Agora avec Bernard Friot. Voilà, on parle aussi du 22 mai comme journée nationale de manifestation. Et quand même, on rappelle que là, le socle de revendications communes qu'on vient de vous lire et dont on a parlé pendant un petit moment, c'est quand même l'issue le résultat d'un travail assez balèze. Et que donc on est super content d'être tombé d'accord dessus avec un maximum de lieux occupés partout en France. Et de tous le porter, puisque c'est ce qui va donner du poids aussi à ce mouvement et donc vraiment nous unir tous dans nos occupations.
Ok, à bientôt, à la semaine Ciao. prochaine pour le prochain Allo l'Odéon.